j'ai un petit problème technique, mais on va faire avec. Alors, je vais vous présenter cette présentation. Et du coup, un travail qui a été réalisé par les étudiants du master Biotech. Le master Biotech, comme l'a rappelé Jonathan, c'est un master qui est de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'était un travail qui a été réalisé par les étudiants dont le nom s'affiche sur cette première page du PowerPoint. Du coup, la plupart des étudiants ne pouvaient pas être disponibles pour leur présentation parce que la plupart sont en rédaction de mémoire, en fin de rédaction de mémoire ou en présentation de mémoire ou de stage, où certains ont déjà trouvé un emploi. C'était un emploi du temps très chargé pour eux. Leur enseignant, Laurent Simon, ne pouvait pas non plus être présent aujourd'hui parce qu'il enseigne. Du coup, il s'excuse toutes et tous. Et du coup, David Magnier, qui est ici, qui est étudiant en biotech, fera la présentation avec moi. Voilà, moi, je me propose de présenter leurs travaux à leur place et David vérifiera que je ne dis pas trop de bêtises. Donc, cette présentation s'intitule Levier d'action et fin à la transition écologique dans le pays d'Épinal, le point de vue des acteurs locaux. Le PowerPoint est bloqué. Que se passe-t-il? Oui. C'est un projet qui a été financé par l'ADEME et qui est coordonné par AgroParisTech et qui bénéficie du soutien de nombreuses institutions, du soutien de la POP, qui travaille en collaboration avec d'autres institutions, dont l'Université de Lorraine à travers le laboratoire de l'ERPI, mais également l'AgroParisTech Clermont-Ferrand, le FCBA, le JPICOFOR, le FNCOFOR, la Fédération nationale des communes forestières, ainsi que le parc naturel régional du Haut-Languedoc et la MDE du pays d'Épinal, et aussi le JPICOFOR du nouveau parc national de forêt Champagne-Bourgogne, et le FNU. J'en oublie peut-être, mais voilà, pour les principaux acteurs du projet Sans-Tête. Le projet Sans-Tête, c'est un acronyme pour s'engager dans la transition écologique dans les territoires. C'est un projet qui questionne, comme son nom l'indique, les processus de transition écologique en lien avec la filière forêt-bois dans 3 territoires français. Le premier est le nouveau parc national de forêt Champagne-Bourgogne. Le second est le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Et le troisième, qui va nous concerner ici, c'est le pays d'Épinal. Donc, les étudiants se sont avec comme objectif au sein du projet Sans-Tête, dans leur master biotech, d'analyser, de comprendre les processus de gouvernance et les modes de coordination des acteurs de la transition écologique en lien avec la filière forêt-bois, en répondant pour ça à 3 questions. Je suis désolé pour le temps d'attente, c'est juste que j'ai un icône que j'arrive pas à effacer, qui m'embête pour la présentation. Très bien. Alors, la première question que les étudiants se sont posées, c'était quels acteurs se mobilisent pour la transition écologique, économique et sociale dans les territoires? La seconde, quels sont les facteurs de coordination structurant la gouvernance territoriale? Et la troisième, quel est le type et le niveau de participation et d'engagement des acteurs et des organisations? Excusez-moi, Hugo, je ne sais pas ce qui se passe, tout est bloqué, je ne peux plus rien faire de tout. Marc, est-ce que tu veux nous envoyer le diaporama et puis on voit sinon on peut te le passer depuis nos ordi? Ouais, je veux bien, ouais, mais là je peux absolument plus rien faire. Mon écran est totalement bloqué. Marie, moi je peux essayer de l'envoyer tout de suite en direct. Hop, Ouais. hop, je le fais. Alors, clac. Ah, ok. Bon. Là, moi, c'est bon. Est-ce que mon écran s'affiche là? Bah, en tout cas, pour ma part, c'est bon, ça Oui, remarche. c'est bon, ouais. Très bien.
Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est un problème de débit, de réseau qui fait que ça bloque comme ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la méthodologie que les étudiants ont utilisée pour ce travail. Du coup, ils ont rencontré 31 personnes. Ils ont fonctionné à partir d'entretiens semi-directifs. Ils avaient pour ça une grille d'entretien. Dans cette grille d'entretien, il y avait plusieurs questions. Les premières questions cherchaient à comprendre les représentations des acteurs rencontrés du changement climatique. Les deuxièmes questions, c'était sur la vision des acteurs de la transition écologique, qu'est-ce qu'ils entendaient par la transition écologique. Puis, il y avait des questions sur la connaissance, et les étudiants ont cherché à comprendre le socle de connaissances des acteurs sur la forêt et la gestion forestière. Et pour terminer, c'était des questions qui concernaient plus la gouvernance, comment les acteurs se sont engagés dans des projets de transition écologique en lien avec la filière forêt-bois, comment ils se sont coordonnés les uns avec les autres, comment ils ont fait système pour ces projets. Du coup, ils ont rencontré 31 personnes, une majorité de maires et d'élus, 65%, comme on peut le voir sur le guide graphique. Donc, majoritairement des maires. Ils ont rencontré également 5 gestionnaires qui représentent 16% des personnes rencontrées. Alors, des gestionnaires autant de l'ONF que du CRPF que des experts forestiers. Ils ont rencontré 4 entreprises, autant de la première que de la deuxième transformation. Ils ont rencontré 2 universitaires de l'ENSTIB, l'École nationale supérieure de technologie et industrie du bois, qui se situe à Épinal. Donc, ils ont procédé par une analyse qualitative, c'est-à-dire qu'à partir de tous les entretiens qu'ils ont réalisés, ils ont pris tout leur entretien qu'ils ont retranscrit et ils ont sélectionné des thématiques dans chaque entretien. Par exemple, quand ils voyaient que les personnes parlaient de représentation du changement climatique ou de représentation de la transition écologique, ils ont placé ça dans un tableau Excel, ce qui leur a permis après de modéliser les occurrences que les personnes faisaient sur chaque thématique. Je ne sais pas si David, tu veux apporter un point sur la méthodologie et la méthode que vous avez employée. Non, enfin, globalement, enfin, c'est exactement ça. En fait, on a vraiment repris chaque retranscription d'entretien et selon les points d'analyse qu'on recherchait, on a effectivement traité l'information par tableau Excel, sans enlever évidemment les nuances sur, par exemple, les avis sur la filière, sur la transition écologique, sur le changement climatique. Et ça nous a permis de traiter quantitativement de traiter qualitativement une donnée qui finalement est assez quantitative parce que effectivement, quand on a une trentaine d'entretiens d'une heure, 1 heure et demie environ, ça commence à faire pas mal de données. Mais non, sinon, je te laisse continuer. Alors, la première partie du PowerPoint que les étudiants ont réalisé s'intéresse au capital de connaissances que les personnes qu'ils ont rencontrées ont sur la forêt, sa gestion et sur la transition écologique. Les premières questions que les étudiants posaient aux personnes rencontrées, c'était sur le contexte local, leur connaissance du contexte local. Et ils ont pu montrer que pour la plupart des acteurs soulignaient ou mettaient en avant la diversité du paysage du pays d'Épinal, en relevant une topographie qui contrastait, en relevant des paysages qui contrastaient et qui étaient source d'identité territoriale. Ce paysage divers était pour eux amélioratif, positif et contribuait à cette identité territoriale forte. Beaucoup d'acteurs ont aussi souligné les difficultés économiques du territoire du pays d'Épinal, où il y a eu des forts processus de désindustrialisation. La désindustrialisation a été assez forte, elle a été parfois brutale, et elle est restée vraiment dans la mémoire des acteurs du terrain. Et ils ont relevé une identité territoriale forte et un attachement personnel. Quant aux questions qui concernaient la connaissance des acteurs du terrain sur la forêt locale, on voit que, comme je l'ai dit précédemment, que la plupart des personnes qui ont été interrogées étaient des maires de communes forestières et que la plupart des maires de communes forestières sont capables de citer le nombre d'hectares de forêt sur leur commune, ils sont capables de citer les essences d'arbres présentes dans leur forêt, ils sont capables de citer quel est l'état général de la forêt, quels sont les principaux défis à la gestion forestière actuelle. L'ensemble des acteurs qui ont été rencontrés voient la forêt comme une ressource essentielle, tout en reconnaissant la diversité de ses usages. Sur les questions concernant le changement climatique, on voit qu'il y a une conscience partagée des changements, qu'il y a un consensus général sur le changement climatique, bien qu'il y ait eu 1 ou 2 acteurs qui mettaient des nuances sur l'origine anthropique
de ces changements. Mais pour la plupart, il y a une reconnaissance que les activités humaines ont induit un changement climatique. Mais cependant, les entrées sont différentes. Chaque acteur le voit de manière différente. Je me rappelle d'un entretien qui avait été réalisé où un maire d'une commune parlait du réchauffement climatique avec un contexte très local. Sa représentation du changement climatique était basée sur les changements qu'il voyait dans sa commune. Et il avait une unité de mesure qui était assez drôle pour parler du changement climatique. C'est qu'il disait que c'est une commune des Vosges à 400-500 mètres d'altitude. Il disait que dans le temps, il devait utiliser 6 camions de sel pour déneiger et pour déglacer les routes. Et que maintenant, il y a besoin seulement d'un seul camion de sel pour déneiger les routes. Du coup, voilà, c'était selon lui assez représentatif des changements du réchauffement climatique. Mais les étudiants ont pu constater que la plupart des acteurs parlaient du réchauffement climatique à travers la météo, des régimes de précipitations qui sont de plus en plus modifiés, avec des étés qui sont de plus en plus chauds et secs. Sur les questions qui concernaient la connaissance du milieu forestier, sur les 31 entretiens qui ont été réalisés, toutes les personnes ont à chaque fois cité l'ONF. Du coup, on voit que quand on parle de gestion forestière, l'ONF est directement cité. Il faut aussi repréciser le cadre de l'enquête, que le Pays d'Épinal est un territoire où il y a des grands massifs forestiers qui sont pour la majorité publics, qui sont soit forêt domaniale, soit forêt communale. Et il y a 3 quarts de forêt publique pour 1 quart de forêt privée. Et les personnes rencontrées étaient la plupart des maires de communes forestières, du coup, qui connaissaient l'ONF, qui avaient affaire avec l'ONF, qui reconnaissent l'ONF comme l'acteur central du territoire en matière de gestion des forêts. L'enquête a permis de révéler que la plupart des élus étaient très majoritairement investis dans la gestion forestière de leur commune. Par ailleurs, on voit que les acteurs du territoire ont remarqué des évolutions dans la gestion forestière avec une intégration croissante des préoccupations environnementales. Il y a l'exemple qui est assez représentatif des rémanents qui sont laissés au sol. Les rémanents, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières au langage de la gestion forestière, ce sont les branches, ce sont tout ce qui n'est pas la grume, qui est laissé, les branches et feuilles qui sont laissées au sol. Et ça, pour certaines personnes, c'est vu, pour certains maires ou certains d'autres acteurs qu'on a rencontrés, que les étudiants ont rencontrés, c'est vu d'une manière très améliorative, très positive. Ils ont bien conscience que les rémanents vont servir à enrichir le muscle. D'autres, au contraire, certains ont mis, pour eux, ces rémanents sont un signe de mauvaise gestion, sont un signe d'une forêt qui est sale. Et ils disent que la forêt n'est plus entretenue, que ça fait fouillis. Donc voilà, on voit que sur cet exemple, il y a des représentations assez contrastées sur les évolutions de la gestion forestière. Par ailleurs, on voit que les acteurs s'interrogent sur l'adaptation de la forêt face au changement climatique. Ils ont conscience d'une vulnérabilité et qu'il y a 3 problématiques récurrentes qui émergent. Encore une fois, les maires des communes forestières, pour la plupart, voient des fois des dépérissements au sein de leur forêt. Pour certaines communes, la forêt a un rôle central sur beaucoup d'aspects, sur la multifonctionnalité de manière générale, sur la biodiversité, sur les loisirs que ça propose, mais c'est aussi très important pour le budget de leur commune. Et pour les maires qui ont des grands dépérissements dans leur forêt, ça des fois ça induit un manque important dans le budget de la commune. Tous les maires s'interrogent face au climat à venir et au réchauffement climatique et au changement climatique de manière générale sur les essences qui vont pouvoir réintroduire dans leur forêt. Donc ça, c'est une question, une problématique qu'on voit émerger fréquemment. C'est quelque chose qui est source d'inquiétude pour beaucoup des maires rencontrés. Le choix et la diversification des essences. Quelque chose que les personnes rencontrées nous ont parlé aussi, c'était l'adaptation face à l'absence de gel. Sur le Pays d'Épinal, dans les Vosges de manière générale, les travaux sylvicoles comme les travaux de coupe étaient souvent réalisés en hiver quand le sol était gelé, ce qui permettait que les engins qui sont lourds avec des grosses roues ne détruisent pas le sol. Mais maintenant que que les derniers hivers, il n'y a pas eu de réel gelée, le sol est mou, il est humide et les sols sont plus vulnérables. Par ailleurs, quelque chose qui a été vraiment central, c'était la gestion de la crise des scolytes. Les scolytes est vraiment perçu comme un point vulnérable pour les forêts, pour les acteurs rencontrés. Pareil pour les personnes qui connaissent pas forcément les problèmes de gestion forestière, le scolyte c'est un coléoptère qui se loge dans l'écorce de l'arbre et qui va manger la sève des arbres, qui va empêcher la sève de remonter, ce qui va entraîner la mort de l'arbre.
Donc ça, c'est quelque chose qui a touché particulièrement le Grand Est et qui a vraiment, on pourrait presque dire traumatisé, mais qui a eu un impact psychologique très très fort pour les personnes qui étaient concernées par la gestion. Les défis que les acteurs ont soulignés, le premier défi est un défi très classique, qui est l'hypermorcellement de la forêt privée, qui est perçu par un certain nombre d'acteurs comme quelque chose qui ne permet pas une politique homogène de gestion forestière. Et un certain nombre d'acteurs ont beaucoup insisté sur les déséquilibres sylvo-synergétiques, c'est-à-dire les populations de grands ongulés, les cerfs, les chevreuils, les sangliers, qui sont trop nombreuses et qui font pression sur la pousse des arbres. Sur les arbres, quand ils repoussent en génération naturelle, les grands ongulés vont venir manger les pousses. Et du coup, dans certaines parcelles de la forêt, ça empêche toute régénération naturelle de la forêt. S'ensuit des questions qui ont été posées aux acteurs rencontrés sur la connaissance de la transition écologique. Alors, on voit que pour la plupart des acteurs, la transition écologique est un terme qui est difficile à définir, qui est polysémique, qui est flou. Ils ont un peu de mal à définir concrètement ce que c'est. Ils préfèrent parler d'exemples concrets sur leur territoire, sur leur commune, ou de segments spécifiques, comme la transition énergétique, qui elle, est un concept beaucoup plus connu et qui parle beaucoup plus aux acteurs que les étudiants ont rencontrés. Cependant, il y a quelques acteurs qui ont souligné la nécessité de changer de modèle économique et social, bien que d'autres aient un sentiment d'impuissance face au changement qui arrive. Quand les étudiants ont un petit peu approfondi les questions qu'ils ont avec les personnes rencontrées, approfondi les questions sur la transition écologique, ils ont pu voir que même si les personnes n'avaient pas forcément une définition claire du concept, ils étaient quand même engagés dans des actions liées à la transition écologique sur leur territoire. Ils étaient engagés dans des actions liées à la filière forêt-bois et qu'il y avait chez tous les acteurs qu'ils ont rencontrés dans l'ensemble une participation, une connaissance assez forte des projets de transition écologique, notamment autour du triptyque énergie, assainissement et gestion des déchets. Quant à la place de la forêt dans la transition écologique, les acteurs rencontrés ont souvent souligné le rôle de substitution de la forêt et du bois, parce que le matériau bois est un matériau qui écologiquement a un meilleur bilan que d'autres matériaux. Par exemple, si on construit un bâtiment en bois, on sait un mètre cube de bois va stocker 1 tonne de carbone, à contrario du métal, de l'acier ou du ciment, qui vont eux générer du carbone. Donc, les acteurs ont souligné ce rôle de substitution. On substitue un matériau polluant par un matériau moins polluant. En revanche, le rôle d'atténuation n'a pas été mis souvent en avant. Seuls 5 acteurs font mention du rôle d'atténuation. Le rôle d'atténuation, c'est le fait que la forêt, tout simplement, va capter du carbone et en cela va atténuer les effets à venir du changement climatique. Sur la deuxième partie du travail des étudiants, qui concerne la base de connaissances, enfin, si c'est les connaissances qu'on vient de voir des acteurs, si elles se traduisent dans un engagement, il y a une gouvernance avec une stratégie autour de la forêt et de la transition écologique, économique et sociale. Donc, comme déjà souligné, on voit qu'il y a une implication forte des acteurs à tous les niveaux territoriaux, depuis la commune jusqu'au territoire national. Et on a pu voir qu'il y avait 3 grandes motivations à la transition écologique. La principale motivation est la sensibilité écologique. On voit que sur le graphique, il y a 14 personnes qui ont décrété que la sensibilité écologique était pour eux la raison principale à leur engagement dans ces projets de transition écologique liés à la filière forêt-bois. On voit que 11 personnes, pour elles, l'important c'est de créer une dynamique dans le territoire. C'est particulièrement vrai pour les élus de communes qui ont à cœur de dynamiser leur commune. Donc à chaque fois, on vous a mis des citations qui permettent d'illustrer, c'est des citations qui sont extraites des entretiens et qui permettent d'illustrer les propos des personnes rencontrées. Et la troisième motivation à l'engagement, c'est la responsabilité. Encore une fois, ça s'explique sûrement par les élus qu'on cette envie d'être responsable, et notamment dans la gestion forestière, puisqu'il s'agit d'un bien qu'on a hérité et qu'on va transmettre. Alors là, c'est un graphique qui a été réalisé à partir du logiciel Gephi, qui est un logiciel qui permet de modéliser des données. C'est un logiciel qui permet de modéliser
la coordination entre acteurs et le réseau entre acteurs. Donc, je voulais aussi repréciser quelque chose que j'ai oublié de dire au début, c'est que dans les projets de transition écologique et dans les projets en lien avec la filière forêt-bois, le pied d'Épinal a été très dynamique. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, notamment autour de la construction en bois et de la construction notamment en hêtre, utiliser le hêtre en structure. C'est quelque chose qui n'était plus fait depuis longtemps, qui n'avait presque jamais été fait. Et ils ont pu bénéficier des aides techniques du pôle bois Épinal, où il y a l'INSTIB et le CRIT bois, l'Institut de l'École nationale supérieure des technologies et des industries du bois, qui ont inventé des nouveaux procédés techniques pour utiliser le hêtre en structure. Voilà, donc ça a été une première, et ils ont été très moteurs, les élus, les universitaires, sur ces problématiques, sur ces questions, sur ces projets de construction en bois. Il y a aussi eu sur le pied d'Épinal des grands projets liés à l'écologie industrielle et l'économie circulaire, où il y a eu l'implantation d'un papetier et avec d'autres entreprises autour, où il y a une revente de certains produits. Par exemple, la papeterie va dans le process du papier fabriquer de la chaleur. Cette chaleur va être transformée en électricité et cette électricité va être revendue à l'entreprise qui se situe juste à côté, ce qui évite du coup des pertes et du gaspillage. Et c'est une réutilisation de l'énergie. Donc voilà, pour citer quelques projets qui ont été menés autour de la transition écologique sur le pied d'Épinal. Et pour revenir sur ce graphique, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà l'ensemble des acteurs sont reliés les uns aux autres. Il y a un réseau avec des sous-réseaux. Par exemple, on voit que les gestionnaires ont tendance à se citer entre eux. Et, si on reprend les catégories d'André Thor sur la proximité géographique et la proximité institutionnelle. La proximité géographique, c'est le fait d'être proche dans l'espace. La proximité institutionnelle, c'est le fait d'avoir les mêmes procédés de travail, d'avoir les mêmes représentations du travail, d'avoir les mêmes manières de faire. Et quand on a cette proximité-là, on est souvent plus enclin à se coordonner et à travailler ensemble efficacement. Donc on voit que ça peut être le cas voilà, entre les gestionnaires même d'institutions différentes, entre le CRPF et l'ONF. On voit par ailleurs que les élus monocasquettes, ce que les étudiants ont appelé élus monocasquettes, c'est les élus qui ont un seul mandat, qui sont maires de leur commune. On voit qu'ils citent un peu moins de personnes que les autres. Ils vont parler de l'ONF, avec qui ils sont en contact pour la gestion de la forêt. Ils vont aussi parler du grand maire du territoire, qui est le maire d'Épinal. Les acteurs, les multicasquettes, donc les élus qui ont plusieurs mandats, qui sont à la fois maires de leur commune et qui peuvent être par ailleurs dans la communauté d'agglomération ou députés, sénateurs, qui en tout cas interviennent à des échelles différentes. Eux vont citer principalement des élus, mais des élus à des échelles différentes. Donc voilà, ils ont une connaissance un peu plus macro du territoire. Et les entreprises et les universités sont peut-être les acteurs qui sont le plus polysémiques, ou en tout cas qui citent des catégories d'acteurs différentes. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur ce graphique, la taille des ronds est proportionnelle au nombre d'occurrences que la personne a été citée. C'est-à-dire que les étudiants ont regardé le nombre de fois que quelqu'un est cité, et plus la personne est citée, plus ici, ça va être modélisé par un grand rond. C'est-à-dire qu'ils ont fait 31 entretiens. Les personnes vont parler de Monsieur A, et si Monsieur A est cité beaucoup de fois, ça va donner des ronds importants. Et du coup, ça, on voit que c'est dans ces projets-là, c'est des personnes qui sont clés, c'est des personnes qui sont piliers. Ça a été un petit peu les locomotives de tous ces projets. Et voilà, c'est les personnes qui ont tiré ces projets-là. Et ces personnes piliers, elles ont des caractéristiques communes. Elles occupent plusieurs fonctions. C'est aussi des personnes qui souvent ont à la fois sur le domaine de la forêt, à la fois des compétences ou à la fois des bonnes connaissances sur la forêt et sur la gestion forestière, mais aussi qui ont une bonne vision du politique. Des institutions politiques différentes. Ça peut être par exemple des maires qui ont à la fois cette vision du politique et des bonnes connaissances sur la forêt, ou au contraire des gestionnaires qui ont eux forcément d'excellentes connaissances sur la gestion forestière, mais aussi ils ont une vision du politique, ce qui leur permet d'avoir ces compétences et d'agir localement. Que toutes ces personnes piliers, elles sont fortement engagées, qu'elles agissent à différentes échelles, du plus local jusqu'au départemental, et qu'ils ont une vision globale de la transition écologique et de la forêt.
Sur les catégories d'actions qui ont été menées au sein de la filière forêt-bois, alors il y a la valorisation, comme je l'ai expliqué, c'est la valorisation de l'essence être, essayer de redonner de la valeur à cette essence. Il y a l'économie circulaire, j'ai un petit peu expliqué, sur voilà, ne pas éviter les gaspillages énergétiques. Les gestionnaires, on voit qu'ils vont plus parler de gestion forestière. Et voilà, je vais passer un petit peu vite, le temps manque. Sur les actions qui ont été menées pour la transition écologique, on voit que voilà, il y a eu beaucoup de choses, des choses qui concernent l'eau, la pollution, l'éclairage, la communication, l'alimentation. Sur les dispositifs territoriaux qui ont été cités par les acteurs, on voit qu'il y a une multitude de dispositifs, que ces dispositifs sont perçus comme des leviers, parce que ces dispositifs vont permettre des fois de désengager un problème, vont permettre l'action, ça va être un levier qui va impulser, qui va créer une dynamique sur le territoire. Encore une fois, la taille des ronds est proportionnelle au nombre de fois que le dispositif a été cité. Alors là, il y a un léger biais parce que dans la question des étudiants, des hommes et des armes est terre de être figuré. Du coup, ça explique aussi le fait que ces ronds soient vraiment grands. Mais par ailleurs, on voit que d'autres dispositifs sont cités, dont le PETR. Le PETR, du coup, c'est un rassemblement de communautés de communes autour d'un projet commun d'aménagement du territoire. Le SCOT, c'est aussi un rassemblement de communautés de communes, mais plus sur les questions d'habitat et d'environnement. On voit aussi par ailleurs en bas à gauche que ça, c'est des actions qui ont été entreprises par les élus du Pays d'Épinal sur les couveuses entreprises La Boîte, qui était une couveuse entreprise qui a permis à des jeunes entrepreneurs du secteur du bois d'émerger. Ça leur a donné les conditions matérielles pour pouvoir, des conditions facilitées pour pouvoir créer leur entreprise autour du bois. Voilà, donc on voit une série de dispositifs qui ont permis l'action. Sur les autres leviers qui permettent l'action, on voit qu'il y a des leviers financiers. Alors, encore une fois, c'est les choses que les personnes du terrain nous invitent. Les projets de l'ADEME qui ont pu impulser des dynamiques sur le territoire. On voit que des aides logistiques, comme ce que j'expliquais tout à l'heure sur les bâtiments qui ont été mis à disposition pour les jeunes entrepreneurs de la filière bois, des Fab Labs et du matériel technique qui a été prêté aussi pour ces jeunes entrepreneurs, ainsi que du bois qui leur a été offert. Les acteurs ont aussi souligné qu'il y avait une forte dimension immatérielle qui a beaucoup contribué à l'engagement dans ces actions. Alors, les dispositifs territoriaux, les acteurs montrent que sur le Pays d'Épinal, la filière forêt-bois est quand même assez forte et structurée, ce qui permet de faire des actions, qu'il y a une synergie d'acteurs, qu'il y a une volonté politique qui est très forte, et qu'il y a des convictions et de la persévérance, ainsi que la participation de la société civile, et que tout ça permet de pouvoir faire des actions autour de la transition écologique, économique et sociale en lien avec la filière forêt-bois. Je laisse maintenant la parole à David qui va vous parler de la troisième partie du rapport, qui sont sur les freins et les facteurs de déstabilisation face à la stratégie autour de la forêt et de la transition écologique, économique et sociale. Tout à fait. Merci Marc. Du coup, assez rapidement, on a identifié globalement des freins qui sont socio-culturels, donc finalement les plus classiques, qui compliquent l'acceptation. Du coup, on fait face à une acceptabilité sociale qui est compliquée par un manque de connaissances et une représentation un peu urbaine de la nature finalement. Donc, on s'est confronté on a relevé que les acteurs sont confrontés à une résistance collective au changement. Donc, quelque chose d'assez classique, c'est difficile de changer, c'est difficile d'accepter de changer, mais aussi à une méconnaissance assez forte du grand public. On avait principalement une vision de citadin, une nature sans l'homme. Je pense notamment à un gestionnaire qui nous disait qu'un arbre qu'on coupe, il tenait à préciser que c'était pas un acte de barbarie, et il nous racontait un peu que finalement l'espace forestier, de manière générale, sanctuarisé par des imaginaires et occupé par des conflits écologiques. On pense notamment au tag sur une brume coupée où il y avait le nom d'un maire égal Bolsonaro. Aussi finalement cette nature sans l'homme et cette forêt sanctuarisée, c'est aussi la forêt qui est traversée par des conflits autour de la chasse. Pour un des universitaires qu'on a rencontré, il était nécessaire d'accepter de tuer Bambi pour protéger la forêt vosgienne. Et d'autres gestionnaires se faisaient aussi l'écho du risque
qui est causée par la surpopulation d'ongulés. Et enfin, sur ces freins socioculturels, on a principalement aussi des oppositions générationnelles. Il y a énormément d'élus qui ont relevé la difficulté des anciens, je cite du coup, à comprendre les nouvelles pratiques de gestion de l'ONF et globalement des impressions de mauvais entretien des forêts dont Marc vous a déjà parlé. Cependant, il y a quand même une échelle reconnue de gouvernance. Donc le département et le pays d'Épinal sont bien identifiés pour être des acteurs relais sur les questions de transition et les questions de projet de territoire, de même que les intercommunalités, qui sont aussi la bonne échelle, semble-t-il, pour saisir les sujets environnementaux. Cependant, l'échelle de la région et l'échelle de l'État, ça a posé un peu plus de problèmes, notamment à cause du temps d'adaptation après le regroupement pour l'échelle régionale, aussi une échelle inadaptée car trop vaste, un manque de visibilité de la part des acteurs qu'on a interrogés, qui sont vraiment un peu plus globalement au local, et de la part de l'État, des attentes sur un rôle politique plus affirmé. Ensuite, c'est assez intéressant de remarquer qu'il y a des dynamiques différentes selon le territoire, avec une perception assez classique, une représentation de la vision du petit contre le gros. On a des élus qui nous ont parlé notamment de la communauté d'agglomération en nous demandant où allait l'argent et en disant que finalement la ville, encore une fois, et le fin fond de la campagne passaient un peu à la casse. Ça a été souligné par un autre élu qui parlait de la représentativité des villes avec un certain nombre d'habitants, donc la ville d'Épinal, la ville de Golbet et de Taon, qui sont finalement 3 villes phares et qui cumulent la majorité des voix à l'agglomération. Donc, ce petit schéma que vous pouvez voir, il cherche à montrer que, c'est un schéma qu'on a établi à partir de l'analyse des entretiens des élus de la commune du Sud-Ouest vosgien, notamment, qui dénonçaient le schéma de cohérence et d'organisation territoriale, qui les empêchait, eux, de construire ou d'agrandir des bâtiments, et par conséquent d'attirer des nouveaux habitants qui sont en recherche d'espace et d'espacement. Ça fait un peu la démonstration d'Épinal comme un centre qui est une périphérie intégrée qui peut se permettre de faire des projets comme le projet de la Green Valley qui implique d'artificialiser du coup quelque chose qui est un peu à 2 vitesses avec de l'autre côté une périphérie un peu plus délaissée et du coup de manière générale ça permet de voir que on a la spécificité d'une ruralité qui est un peu perçue comme un espace interstitiel qui est éloigné des centres de décision. Et ça rejoint ce que vous disiez, Marc, un peu plus tôt sur Torres, sur les proximités géographiques et institutionnelles, et donc le lien assez profond qui est fait entre les deux. Sinon, de manière générale, on a aussi un manque d'outils, un accès difficile aux subventions, une incertitude sur les bonnes pratiques à mener, un manque de visibilité sur les solutions techniques existantes, et surtout et principalement, des lentes évolutions de la réglementation sur le bois construction qui est peu adaptable aux spécificités locales et qui est confronté au lobbying. Pour terminer, on peut parler de la filière bois qui en elle-même se fait un peu l'écho en termes de confrontation à certaines problématiques et à certains freins de l'ensemble de la transition écologique et sociale. Donc on a un manque de dialogue au sein de la filière qui a été bien relevé. La problématique d'une temporalité différente, la séparation statutaire entre propriété publique et privée, le rôle structurant du marché en tant que demandeur. Et donc finalement, ça nous fait 3 lieux. Un premier lieu qui est celui de la forêt, dont on a déjà parlé, c'est le lieu de la ressource en bois, une complexité du milieu en lui-même, un multi-usage avec la notion de continuum émotionnel. En termes de gestion, c'est aussi une forte exposition au risque, une temporalité importante. Les récoltes, c'est 100 ans pour le hêtre, 80 ans pour le sapin, 200 ans pour le chêne. Et de manière générale, les gestionnaires nous disaient que la résilience de la forêt était encore à construire et à développer. Ensuite, on a le lieu des transformations, avec vraiment l'outil productif, le lieu de l'industrie et de la transformation, qui est lui-même fortement dépendant à l'approvisionnement de la forêt. On a relevé qu'il y avait des mairies qui thésaurisaient un petit peu leurs réserves en bois, parce qu'ils n'étaient pas forcément obligés de vendre. Donc, de manière générale, celui-là est confronté à ça, mais il est aussi confronté à des problématiques de gap technique. La transformation, c'est le sciage, le tranchage, le déroulage, le séchage, le rabotage, etc.
Donc, c'est des investissements lourds pour une demande industrielle qui peut pas toujours être satisfaite par des TPME ou des PME. On a des acteurs qui ont insisté sur le fait que c'était la deuxième filière la plus déficitaire en France et qu'il fallait se poser la question de l'éloignement dans l'organisation économique des distances qui exposait un territoire comme le territoire d'Épinal à une concurrence plus internationale. C'est aussi le lieu des transformations, c'est aussi le lieu de la société de normes. Pour le wagon industriel, il y a un besoin d'une vision politique stratégique sur le développement de la filière. Et à ce titre, c'est important de mentionner l'exemple du CLT, le bois lamellé-collé, donc une technique d'usinage, où certains acteurs relevaient, des universitaires notamment, relevaient que la France avait été prise de vitesse par l'Autriche, l'Allemagne, qui avait été plus rapide sur la normalisation des produits et que maintenant il y avait un retard. Et enfin, finalement, le dernier volet, le dernier wagon, c'est le wagon du marché. Donc, commande publique, demande, vente. C'est un lieu qui est confronté à une demande d'exemplarité, notamment de la part des collectivités pour faire de la grosse commande publique et de manière générale tirer un petit peu l'ensemble des wagons de cette filière. Et encore une fois, c'est aussi un lieu qui est traversé par des imaginaires, des représentations, des habitudes esthétiques des consommateurs. Donc on pense notamment au être noirci ou bleui par les scolytes, ou la représentation de la maison qui brûle, une maison en bois, ça brûle. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est aussi un lieu qui est confronté au lobby du béton, par exemple. C'est ressorti de plusieurs entretiens. Et voilà. Donc pour conclure, il nous semblait intéressant de vous lire certaines des recommandations de préconisation des acteurs qu'on a interrogés. Donc première préconisation, c'est un peu le levier financier. On a un acteur qui nous disait qu'il faudrait que l'État favorise un peu l'investissement de tout type sur la forêt, sur la modernisation des outils de transformation, l'innovation. C'est un élu de petite commune. On avait aussi du coup les synergies entre acteurs. Marc, je te laisse lire ton côté de... Non, Marc a disparu. Bon, très bien, je vais le dire du coup. Sur les synergies entre acteurs, oui, c'est bon, Ouais. Un élu de la petite commune nous a dit qu'il faut qu'il y ait les contacts entre ces mondes-là, le monde de la recherche et le monde de l'exploitation. Sur les questions de partage de connaissances, du coup, on avait un élu de petite commune qui relevait qu'il fallait vraiment essayer de trouver des systèmes constructifs qui pourront ensuite être dupliqués. Sur l'éducation et la sensibilisation, si tu peux mettre la bulle. Hop. Attends, tu peux la lire, je ne la vois pas. Ah, tu la vois pas? Moi non plus, je la vois pas en fait. J'ai cette espèce de petite chose là qui... Ah ouais, mais du coup, ça part. Bon, tant pis. Hop. Ouais, non, je sais pas. J'y arrive pas. Désolé. C'est bon, si je peux 21 secondes tous les deux. Il faudrait conclure si vous voulez qu'on ait un petit peu de questions sur Alors, les questions, hein. ouais, alors, juste sur la question sur la... Oui, bon. Du coup, on avait aussi des questions de structuration et de modernisation de la filière. On avait aussi des préconisations sur l'évolution de la gestion forestière de manière générale. Donc, tirer une rémunération de toutes les aménités que peuvent apporter la forêt. C'était assez intéressant. C'était de la part d'un gestionnaire. Enfin, on avait vraiment, sur les questions d'échelle et de gouvernance, renforcé le local existant, notamment sur les questions d'exportation. Et l'idée qu'il faudrait peut-être réfléchir à une nouvelle échelle, donc une réflexion plus seulement sur le lopin de terre, mais vraiment sur un bassin de vie entier. Et voilà, on vous remercie pour votre attention et on s'excuse un petit peu de cette longueur de temps. Il y a des problèmes techniques. Tout à fait.